Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, on reprend la thématique du mal logement débutée dans l'émission 76 et 77 que vous pouvez découvrir en vous rendant sur notre page mixcloud.com/surlaroute. Pour cet épisode, nous vous invitons à rencontrer Jacques. Jacques est congolais. Il est arrivé en France il y a 3 ans. Et de ça, il sera question dans l'émission du jour. Mais nous parlerons également de sa vie avant son arrivée en France. Je ne vous en dis pas plus, je laisse le soin à Jacques de vous expliquer dans le détail son parcours du combattant. Bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Oui, je me présente Jacques Gloadi Mambaloun Sondé. Je suis du Congo-Brazzaville. Je suis parti du Congo-Brazzaville le 1er septembre 2017 et je suis arrivé en France le 2 septembre 2017, c'est ça. Qu'est-ce qui se passait là-bas globalement ? Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est un petit pays de près de 5 millions d'habitants. Donc j'étais là-bas, je suis chauffeur poids lourd. J'étais dans une boîte, je travaillais, j'étais bien avec le patron et tout allait bien. Puisque nous avons eu le changement de la Constitution en 2015, puisque c'était contesté par le peuple, le pouvoir est passé par la force, ils ont anticipé les élections et les élections sont passées en 2016. Archive AFP 2015. C'est devenu une coutume dans notre pays où chaque fois que nous voulons nous approcher des élections, ceux qui sont dans le pouvoir, ils veulent toujours changer la constitution pour leurs intérêts. Ils ne voient pas les intérêts de la population, de la communauté. Ils sont là que pour satisfaire leur ventre. C'est la raison pour laquelle nous disons non à la révision constitutionnelle. Non à la monarchisation de la République parce que 2 mandats c'est suffisant. Il faut respecter la Constitution, il faut un calendrier global, inclusif et consensuel pour que 2016 nous conduise à l'alternance réelle. Extrait Euronews, octobre 2015. Il semble qu'au Congo, l'appel au boycott de l'opposition a été suivi. Le président Sassou Nguesso et son épouse font sans doute partie de ces quelques Congolais qui ont voté pour le référendum sur le changement de constitution. Selon l'agence AFP, il n'y a pas eu de file d'attente devant les bureaux, à part devant celui où le président a voté. Denis Sassou Nguesso souhaite modifier la Constitution afin de rester au pouvoir. Le projet de Constitution propose d'augmenter la limite d'âge et le nombre de mandats. Le président du Congo cumule 31 ans à la tête du pays. Trop pour certains des 4,4 millions d'habitants qui, comme au Burundi, n'acceptent plus cette situation et l'ont fait savoir violemment. Extrait Euronews, mars 2016. Denis Sassou Nguesso réélu au premier tour à la tête du Congo-Brazzaville avec 60% des scrutins exprimés. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle de dimanche ont été rendus publics à 3h30 du matin, alors que mercredi, les résultats partiels étaient déjà contestés par l'opposition qui parle d'une fraude massive. Denis Sassou Nguesso cumule déjà 32 ans de pouvoir à la tête de la République du Congo. Allez, on retrouve Jacques qui va nous parler de son travail de chauffeur routier. Et dans quelle mésaventure sa voie l'a mené. Mais il y a une zone qu'il faut passer pour arriver à Barville, qu'on appelle le pôle. Donc il y a beaucoup de villages là-bas, les Mindouli, les Missafo. Donc cette zone-là, il y a eu tellement trop de conflits et les conflits se passent, il y a eu un problème. Et nous, présentement, on est des chauffeurs. Donc pour passer cette zone à l'époque, il fallait avoir des gens qui devaient vous escorter. Et l'armée a utilisé les éléments. Donc ils prenaient des éléments à la police, à la marine, et on leur mettait au départ d'un petit village qu'on appelle Ngolandundu, ceux qui ont des petites voitures.
On met les policiers, les militaires dedans et ils accompagnent pour éviter les braquages. Nous qui sommes sur les gros porteurs, puisque les militaires ne devaient pas escorter les gros véhicules, donc ils nous disaient tout le temps, bon, vous pouvez aller, il n'y a pas de problème. Mais nous, quand on avait des liens dans la région du Poul, on maîtrisait des gens là-bas, des éléments, et on les utilisait pour escorter les véhicules pour éviter le braquage. Et donc le climat était tendu et c'était un peu compliqué. Nous, on prenait des voies qui étaient difficiles à passer. Et quand vous vous embourbez, vous pouvez faire 1 semaine, 2 semaines dans les difficultés. Il y avait des grandes pluies et tout ça. Et moi, j'avais réfléchi, quand la nouvelle voie sera en place, en activité, le salaire des chauffeurs vont descendre, puisque les difficultés ne seront plus la même chose. Et j'avais anticipé de faire une formation des hydrocarbures. J'ai passé le test et c'était bon, j'étais à 10 000. J'ai demandé au responsable de la logistique, je veux partir. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais informer à qui le droit, le PDG. Et chez nous, c'est comme ça. Vous pouvez travailler avec quelqu'un sans contrat, sans rien. Et au cas où vous trouvez la mort, il va se défendre. Si vous lui dites aussi de vous signer un contrat, il risque de vous renvoyer. Évidemment, quand je suis parti, ma femme qui m'a appelé m'a dit non, mais j'ai reçu une convocation à votre ancien garagiste qui a ramené la gendarmerie. Ils sont venus déposer une convocation. Il faudrait que tu te présentes demain le 10 septembre au PSP de Mpaka. Et quand je me rends là-bas, c'est maintenant des questions. Et ne sachant pas que c'est l'ancien patron, par rapport à la haine, qui a voulu me balancer que... Mais le gars qui fonctionnait avec moi était en relation avec des gars qui braquaient les véhicules, donc qui faisaient les embuscades sur le Poul. Et dans l'ignorance, je ne savais pas. On m'a posé des questions. Ils m'ont torturé. J'ai fait 4 jours de souffrance là-bas. Je saignais et tout ça. Là. Donc, nous sommes allés à l'hôpital de Congo-Malembe et de Pointe-Noire. Le 17 novembre 2016, il fallait aller voir le juge. Nous sommes allés au tribunal, le juge m'a écouté. Dans ma tête, ne sachant pas que, vu le patron, qui est en contact, qui est patron, parce que chez nous, faire les affaires, il faut être dans le réseau de ceux qui dirigent le pays. En fait, dans la boîte là où j'étais, on avait 3 gros porteurs. Et c'était des véhicules que le patron venait acheter ici à Van Vlet. Et c'est des boîtes automatiques. C'était des boîtes un peu difficiles, donc il fallait avoir des gens compétents. D'accord. Et moi, à l'époque, j'avais aussi bénéficié d'une formation à Tract Afrique. Donc je connaissais des boîtes de vitesse, manipuler ces boîtes-là. D'accord. Donc lui, après, quand je suis parti, c'est cette haine. Il a dit, mais j'ai perdu quelqu'un de... Et nous vivons aussi grâce à nos charges. Je dois partir parce que j'ai des charges à payer, j'ai une maison à payer, j'ai une famille à traiter. Et vu le coût qu'il me payait maintenant, je ne devais plus accepter, il fallait aller dans les hydrocarbures. Et après, c'était bon. Quand je suis parti de la boîte, quand j'avais arrêté en septembre là, et en octobre, discrètement, je suis allé faire un test à une boîte qu'on appelle UTA. J'ai reçu mon test. Après, c'était bon. Là-bas aussi, on m'a dit, mais tu vas commencer. Et je suis allé le 17 octobre, avant que j'aille en novembre voir le juge. J'avais déjà repris le travail, malgré que j'étais malade, mais comment payer la maison, il faut se donner pour s'en sortir. Le mois de novembre, là, je suis allé voir le juge. Le juge m'a dit, bon, mais tu peux aller, mais tu ne peux pas aller hors de Pointe-Noire sans nous aviser. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Nous avons pris un avocat, j'ai repris le travail. Et après, à mon retour, mon avocat, il m'a dit, non, vu le contexte, le problème, non. Je te conseille, s'il y a une possibilité de sortir hors du pays, sois prudent. Bon. Moi, personnellement, comme j'avais maintenant une vie qui commençait à se reprendre un peu, je me disais, bon, il ne va rien se passer. Mais non, après, on entendait quand même les échos, bon, on a arrêté un tel pour ce problème, on a arrêté un tel pour ce problème. La haine du patron s'est développée encore, il a encore poussé l'affaire, et j'ai été convoqué à la gendarmerie. Je me suis rendu, torturé. J'étais souffrant énorme.
j'ai reçu le coup dans le ventre, c'était compliqué. Papa m'a dit, non, nous allons trouver des solutions le plus vite possible pour te faire sortir. Il faut aller en Afrique du Sud. Et j'ai dit, allez en Afrique du Sud, il faut aller apprendre la langue. Il faut 2 ans apprendre l'anglais et tout ça. Là. Non, mais on va regarder quel est le schéma qu'on va avoir. On a eu quelqu'un qui a dit, moi je peux vous aider, mais on va modifier la profession de l'enfant. Et pour qui on va essayer de faire la demande de visa de la France. Si ça marche, c'est bon, autant ça ne marche pas. Mais tout le réseau, vous payez 12 000 €. Moi je fais tout le réseau et jusqu'à l'embarquement du départ. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons avancé une somme et je suis allé à l'ambassade discrètement aussi. J'ai mis les empreintes et la chance était de mon côté. J'ai eu un visa, le visa de 15 jours en France. Et ils ont payé le billet Air France. Ils ont fait tout. Ils m'ont dit, tu restes devant l'aéroport, dans un restaurant, et nous allons te dire au moment où tu vas passer. Vous comprenez, l'Afrique, même le président, il est corrompu. On a mis l'argent en jeu. Je suis passé. Et je suis arrivé en France le 2 septembre 2017. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. L'avion de Jacques atterrit en France. Mais son aventure, avant d'arriver à Tournon, dans les locaux de l'association Entraide et Abri, est loin d'être terminée. J'arrive à l'aéroport en France, je voulais aller à la gare du Nord. De bouche en bouche, je suis arrivé à la gare du Nord. Je n'avais personne, je dis, mais je vais me débrouiller, je suis un homme. Et je suis resté pendant 1 mois et demi, tourné à la gare du Nord, tout ça là, le visa s'est expiré. Je n'avais pas les informations sur la demande d'asile, je n'avais pas l'information sur le problème de la santé, puisque j'étais souffrant, j'avais mal, mais j'avais peur de me présenter auprès d'eux, appeler les sapeurs-pompiers ou bien appeler qui que ce soit, puisque je n'avais pas. Je me disais, si je les appelle, peut-être ils vont demander des papiers après, me rapatrier au pays. Donc la peur là, j'ai hésité. Et après un moment, je me débrouillais, tu vois, la connexion, c'est parler aux gens. Il faut aller se laver, demander, expliquer aux gens. Et au fur et à mesure, les jours au jour, tu es en train de découvrir les gens. Parce que sur la gare du Nord, tous les jours à la gare du Nord, il y a du monde là-bas. Je me suis dit, je vais me rapprocher auprès des Noirs, comme moi, me renseigner un peu. Comment. Et un monsieur m'a dit, non, mais ici c'est difficile. Vraiment, si tu restes dans cette zone, tu vas beaucoup souffrir. Il faut aller un peu des zones un peu au sud de la France ou bien aller au nord, parce qu'ici, avec le flux du monde et tout cela, il a écrit un petit papier, si tu veux, tu descends vers Privas, au sud ou Montélimar. Et comme j'avais des espèces que je mangeais, puisque je me débrouillais un peu mieux, manger toujours dans les associations. Et il y a aussi la Croix-Rouge qui vous donne aussi du café la nuit, et vous donne. C'est un rythme. Vous voyez, c'est devenu comme un. Et il faut avoir ce moral-là. Et c'est ça la vie d'un combattant. Et j'ai pris le TGV, j'ai payé le billet, puis vu que moi, je n'aime pas voler, depuis que je suis petit, j'aime être un peu réglo.
J'ai pris le TGV, je suis venu à Montélimar. J'ai fait Montélimar Privas à pied. Je suis arrivé là-bas. Et quand je rentre à la préfecture de Privas, on me dit non, monsieur, ici, on ne peut plus demander l'asile, il faut aller à Lyon. Monsieur, ici, ça ne peut pas marcher. On a appelé les pompiers, le 115, on ne peut pas avoir la place pour vous, donc vous devez libérer le lieu. Et c'est pas grave, j'ai pris mon sac, j'arrive à Montélimar. Je suis allé à la gare, j'ai vu un contrôleur, je l'ai dit. Il m'a dit, non, tu descends à la gare de Valence, il y a les associations à Valence. Je dormais à la gare de Valence, les gens passaient parfois la nuit, on donnait le café. On m'a mis le schéma, va dans asile.com, renseigne-toi là-bas. Il y a un foyer comme ça, vous venez, vous prenez une douche, vous avez du café, vous prenez. Après, asile.com, ils ont écrit, va au Secours populaire de Valence, ils vont te trouver quelque chose à manger et quelque chose pour des vêtements que tu vas t'habiller, te protéger. Je suis sorti de là, profondément dans mon cœur, je dis, je vous oublierai jamais. Le jour que je serai au point, je veux apporter aussi quelque chose que je peux vous apporter tant qu'un citoyen, une personne. Et après, ils m'ont appelé qu'ils m'ont pu trouver la place ici, à Tournan. Et on m'a reçu, l'entrée des abris, tu es le bienvenu, et voilà la chambre. Imaginez, tu fais 1 mois et demi, près de 2 mois, pratiquement 2 mois et demi même, dormir à terre, et on m'a présenté un lit, quelle joie dans mon cœur. J'ai dormi, j'ai ronflé comme je ronfle aussi, imagine. On va essayer un peu de... On est deux. Et j'ai passé une nuit, la santé n'était pas bonne aussi. Au fur et à mesure, quand je dormais ici, j'avais des douleurs que je disais aux veilleurs de nuit. Vraiment, je souffre un peu. Vous pouvez un peu... Non, mais ils disent, non, mais il faut aller à l'association, ils veulent voir un peu avec un médecin, ou bien on appelle les pompiers. Je dis, les pompiers, j'ai peur. Ouais. Or qu'au fond, c'était des bonnes personnes. Ouais. C'était seulement la peur pour rien. Ouais. J'ai eu cette chance. Ici à Tournan, j'ai fait des examens. Le médecin a vu, oui, tu souffres un peu. Je dis, mais je recevais des coups, tout ça là. Donc, il y a l'hernie inguinale. Donc, il faudrait qu'on intervienne ça le plus vite possible. Mais j'avais un rendez-vous à l'OFPRA, la demande d'asile. Je me suis présenté, c'est fini. Ils m'ont posé des questions, j'ai répondu. L'audience est passée 28 minutes seulement. Après, j'étais souffrant. Et puis, vous voyez. Et le 29, on m'a opéré. Et c'était bon. Et après, 1 mois après, je me suis revenu un peu au point. J'ai dit, mais c'est maintenant le moment de mettre la main dans la pâte, aider des personnes qui m'ont aidé. Ce pays qui m'a donné un toit à dormir, ce pays qui me donne à manger, c'est le moment de mettre la main et aider aussi les gens. Le mois d'avril, le résultat de l'OFPRA est venu. Je n'avais pas eu l'asile, on m'a rejeté le dossier. J'ai fait le recours avec l'avocat qu'on m'avait conseillé à Lyon et nous avons envoyé le recours. Je me suis retrouvé au point, ma santé, c'était bon. Il y avait Déclic Radio
Au mois de juin 2018, ils ont organisé une fête juste là, l'ancienne piscine. Il fallait avoir des bénévoles pour aller mettre un peu la main. Et j'ai fait un mail à l'aide de l'entrée des abris. Et vraiment, je vous dis, entrée des abris, ils aident. Hein. C'est pour ça que je suis tellement trop fier de ça, trop fier de la France, et c'est ça. Ils m'ont donné cette chance. J'ai aidé là-bas et tout est parti comme ça. J'ai demandé aux associations ici, si vous avez besoin de ma contribution, n'hésitez pas à appeler. Je veux aider des personnes qui sont dans des difficultés. Et c'est ma passion, aider, c'est ça que j'aime. Et au fur et à mesure, ça a évolué, j'ai des gens. Et le Secours populaire est venu me découvrir en juillet 2018, qui est le secrétaire général Claude Pabillon. Et une fois, il m'a appelé, non, mais est-ce que tu peux venir nous aider au Secours Pop? Je suis allé au fur et à mesure. Et c'était comme ça depuis 2018, je les aidais vers la fin de l'année. Mais tu faisais quel métier? Je dis, non, je suis chauffeur poids lourd. Je faisais des transports poids lourds. Ah bon, tu conduis? Je dis, oui, je conduis, j'ai le permis. Mais je ne suis pas tellement trop sûr avec mon permis si je peux conduire. On m'a dit, mais il faut aller à la préfecture se renseigner si tu peux. Et je suis allé à la préfecture, je suis allé à l'association. Ils m'ont dit, mais oui, quand tu as la demande d'asile, tu as le récépissé là, avec ton permis. C'est provisoire, tu as le droit de conduire. Et j'ai expliqué au secrétaire général, il a dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont remis la clé. Ils ont décidé, non, Jacques, vraiment, on te donne le véhicule. Et tu peux aller faire des courses, faire des ramasses alimentaires, faire des collectes, aider des gens, faire des déménagements. Donc je le fais depuis 2019, aller à La Masse, partout, toutes les zones. À Montoison, j'aide, c'est comme ça. Des personnes en difficulté, vous venez au Secours populaire, vous demandez ce service, non, j'ai envie que je fasse des déménagements, tout ça là. Et on contacte Jacques, Secours populaire, qu'ils appellent eux-mêmes que notre petit Jacques. Et moi, je fais le déménagement. J'ai une équipe, des jeunes aussi bénévoles qui viennent aussi, et je leur avais conseillé. Nous avons une chance d'arriver en France. La France nous a donné un toit à dormir. On nous donne l'ADA pour manger, pour acheter des vêtements. Et on ne peut pas rester dans les maisons. On ne peut pas rester là où on nous a reçus. Il faut donner du temps, il faut aider. Tu ne peux pas rester tous les jours du 1er au 30 sans aider. Non. Sois reconnaissant de ce qu'on t'a pu donner. Chez toi, tu n'en as pas. Tu arrives ici, on te donne. Dis merci et aide les gens. Donc c'est ce que je fais depuis 2018. Il y a la banque alimentaire aussi, faire des collectes alimentaires. Ouais. Et je faisais déjà, avant, je représentais Entrée des abris. D'accord. Donc il y a des moments, parfois nous avons nos sorties collectives ici. On met dans les clés du véhicule, on va ensemble avec eux pour des sorties du foyer. Je conduis, on revient, pas de problème. Regardez un peu avec la pandémie qui est actuellement. Les associations, regardez les Secours Pop, tout ce qu'on a pu faire à aider des personnes, à se déplacer, mettre la nourriture dans le camion, aller déposer dans des villages, donner aux personnes. Parce que là, ça a augmenté, vu que les gens sont dans la crise. Et s'il n'y avait pas ces associations-là, point d'interrogation. Est-ce que tu as des contacts encore avec ta famille au Congo? Comment ça se passe? Oui, tu sais, actuellement, avec le monde qui évolue, donc nous avons le WhatsApp. Avec le WhatsApp, j'ai de contacts avec mon père, on se parle en cause. Il est aussi malade, mais... Ouais. Mais tu m'as dit que tu avais une femme, tu as des enfants, tu arrives à... J'ai mes filles, mais la femme, elle est chez ses parents, vu qu'elle ne fait rien. Les enfants mes filles sont chez mon père. D'accord. Donc, puisque mon père, c'est un retraité, donc, vu qu'il gagne un peu de sa retraite, j'avais préféré qu'il peut payer les études des enfants. Donc, c'est ce qui se passe. D'accord. Mon père, il s'occupe des filles. Donc, tout le temps, on se parle avec eux. Je leur promets toujours que, vu le temps, il faut être patient avec le temps. Peu importe la durée, mais ça va arriver un jour. Okay. Il faut être fort. Personnellement, au fond de moi, je veux apporter ma contribution dans presque les associations qui m'ont... C'est vraiment dans tu veux continuer à aider. À aider. Ouais. Je veux travailler, oui, pour vivre, pour subvenir à mes besoins, mais apporter de l'aide. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jacques pour son témoignage que nous tenions à vous faire partager. Merci à Entrée des abris, merci à la Fondation Abbé Pierre et à Sophie.
Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande. Si vous voulez en savoir plus sur les activités de Entraide et Abri, rendez-vous sur leur site entraide-abri.fr. Si vous voulez réécouter cette émission, découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur le www.mixcloud.com/sur-la-route. Et pour connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.